Bonjour à tous. Pour introduire la section 2.7, on va commencer par regarder la vidéo d'un manège. Ça s'appelle le Rotar. Celui-ci est situé en Belgique, mais il y en avait un à la Ronde il y a longtemps et je pense qu'il y en a encore un au Parc Safari ici au Québec. Enfin, c'est un type de manège qui va nous être utile là, pour démontrer là, la théorie de notre section 2.7. Alors, je laisse jouer ça, puis je vais commenter un peu par-dessus. Je vais baisser le son un peu. Hop, comme ça. Ce manège-là, c'est essentiellement un gros cylindre. Comme vous pouvez voir en ce moment, les gens rentrent à l'intérieur du gros cylindre. Okay? Ils ne sont pas attachés rien. Ils vont tout simplement s'appuyer sur les murs. Et ce gros cylindre-là, comme vous vous en doutiez, il va se mettre à tourner. Je vais l'avancer un petit peu là, quand ça commence à tourner. Bon, voilà. Là, ça commence à tourner. Là, c'est pas pire, ça tourne pas très vite. Mais plus ça tourne vite, plus les gens, par inertie, se sentent collés au mur. Et éventuellement, quand le cylindre tourne assez vite, le plancher, il va baisser. Alors là, les gens vont rester collés au mur, tout simplement grâce au frottement et grâce à leur inertie. Je pense qu'on commence à le voir. Ouais, voilà, il y a des gens qui ont levé les pieds. Déjà, ils touchent plus au plancher. Et là, vous voyez, le plancher diminue. Et voilà, les gens restent collés contre les parois du manège. Donc, je vais l'avancer encore un peu plus. Éventuellement, le manège se met à ralentir. Donc là, quand le manège ralentit, vous comprenez que les gens vont commencer à décoller des murs. Et là, tranquillement, ils vont retomber vers le plancher. J'essaie de vous le montrer. Voilà, ici, il y a des gens qui ont commencé à décoller, là. Voilà, on décolle. Puis là, le manège s'arrête. Et voilà, c'est terminé. Donc, le Rotar, ça s'appelait comme ça parce que c'est quelque chose qui tourne. Et justement, c'est notre section 2.7, c'est la dynamique du mouvement circulaire. Et la vidéo qu'on vient de voir, je ne l'ai pas montrée pour rien parce que tantôt, on va justement faire un exemple où est-ce qu'on va démontrer physiquement parlant avec notre deuxième loi de Newton que c'est possible que ces personnes-là restent collées justement au mur. Puis c'est pas juste là, de la magie. Alors, objectif de la section, appliquer la deuxième loi de Newton à un objet ici, ou une particule là, qui possède un mouvement circulaire. Donc, revenons un peu en arrière. À la fin du chapitre 1, section 1.12, on avait commencé à analyser les mouvements circulaires. Puis on avait dit qu'un objet qui se déplace à vitesse constante le long d'une trajectoire circulaire, il va quand même subir une accélération parce que la direction de sa vitesse change. Et cette accélération-là s'appelait l'accélération centripète. Et on la calculait avec l'équation que vous avez ici. Mais maintenant, dans le chapitre 2, on sait que pour avoir une accélération, ça nous prend une force. Chaque accélération provient d'une force. Donc, s'il existe une accélération centripète, ben nécessairement, il doit y avoir une force qui est responsable de cette accélération-là, qu'on appelle la force centripète. Donc la force centripète, c'est pas une nouvelle force qu'on ne connaissait pas. Ce sont des forces qu'on connaît déjà et qui jouent le rôle de la force centripète. Okay? Donc centripète, ça veut juste dire orienté vers le centre. Donc, je répète, là, la force centripète, c'est pas un nouveau type de force, c'est juste une force qu'on connaît déjà, mais puisqu'elle est orientée parfois vers le centre, ben, c'est celle-là qui va jouer le rôle de la force centripète. Donc, on apprendra à reconnaître c'est quoi les forces centripètes dans chacune de nos situations. Donc, nous, on veut appliquer la deuxième loi de Newton pour une force centripète. Ça va nous permettre de relier la grandeur de la force centripète avec l'accélération centripète. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin d'un axe qu'on appelle l'axe R', dont le sens positif est orienté vers le centre du cercle. Donc, je vous montre un exemple. On a un objet ici qui se déplace en sens anti-horaire sur la trajectoire circulaire. L'axe R', vous voyez, c'est toujours l'axe qui pointe vers le centre du cercle. Pourquoi on l'a appelé R'? Eh bien, c'est qu'on utilisait déjà R pour le rayon de la trajectoire circulaire. Donc, pour le différencier, l'axe, lui, on l'appelle R', tout simplement.
Donc, allons voir notre deuxième loi de Newton dans cette dimension R'-là. La somme des forces dans la direction R' est égale à la masse fois l'accélération dans la direction R'. Mais comme on l'a mentionné tantôt, l'accélération qui pointe vers le centre du cercle, on appelle ça l'accélération centripète. Donc, on remplace AR' par AC pour accélération centripète. Et on se souvient de la petite équation, là, ce qui nous permet de calculer l'accélération centripète, c'est V carré sur R. Donc, ma deuxième loi de Newton, quand on l'applique sur une direction R', ça devient somme des forces est égale à masse fois V carré sur R. Okay? Mais sinon, elle fonctionne comme toutes les autres deuxième loi de Newton. Donc, faisons un exemple de ça. On attache un bloc de 2 kg au bout d'une corde de 0,5 m, fixé à un clou sur une table sans frottement. On lance le bloc et il tourne sur une trajectoire circulaire avec une période de 3 secondes. On désire déterminer le module de la tension dans la corde. OK. Donc, quand on dit la corde a une longueur de 0,5 m, bien, on comprend que cette longueur de 0,5 m-là, finalement, c'est le rayon de la trajectoire circulaire que va faire le bloc. OK? Donc, pour appliquer ma deuxième loi de Newton, je vais avoir besoin de la vitesse de déplacement de mon bloc sur la trajectoire circulaire. Donc, pour faire ça, il faut qu'on utilise ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc, on nous donne la période de 3 secondes. Pourquoi il y a une espèce de vague là, comme ça au-dessus de T majuscule? C'est parce qu'on veut différencier la période de la tension. La période, c'est T majuscule. La tension, c'est aussi T majuscule. Donc, pour ne pas mélanger les deux, T avec l'espèce de petite vague, là, ça représente la période. Période de 3 secondes, c'est le temps que ça prend pour faire un tour. Ensuite, on a dit que le rayon de la trajectoire, c'est 0,5 m. Et on se souviendra du chapitre 1, on avait vu ça, là, la vitesse de déplacement de mon bloc, c'est égal à la distance parcourue quand on fait un tour, donc c'est-à-dire une fois la circonférence, divisé par le temps que ça prend pour faire un tour, c'est-à-dire la période de 3 secondes. Donc, on fait le calcul avec ces deux valeurs-là à l'intérieur de cette équation-là et on obtient la vitesse de déplacement de mon objet, c'est 1,047 mètres par seconde. Très bien. Maintenant que j'ai ça, là, je peux aller faire ma somme des forces dans la direction R'. Donc ici, on a une petite vue de haut de la situation. Hein? Mon bloc est en train de tourner comme ça. Et, voyez, la seule force qui est orientée dans la direction R', autrement dit, la seule force qui pointe vers le centre de la trajectoire, c'est la tension dans la corde. Okay? Donc, quand je vais venir remplacer ma somme des forces ici, j'aurai à remplacer somme des forces par la tension. C'est ma seule force ici. Masse fois accélération centripète, parce que l'accélération centripète, c'est l'accélération qui pointe vers le centre, donc dans la direction R', comme ce qu'on veut obtenir ici. On peut remplacer ensuite accélération centripète par V carré sur R, parce qu'on sait que c'est égal à cela. Puis, finalement, on a tout ce qu'il faut. On peut remplacer la masse du bloc, la vitesse au carré que je viens de déterminer et le rayon de la trajectoire. Et j'obtiens comme ça la tension dans la corde, 4,38 Newton. Donc, quelle est ma force centripète ici? C'est la tension. Parce que c'est la tension qui tire, entre guillemets, le bloc vers le centre de la trajectoire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la tension ici qui joue le rôle de la force centripète. Okay? Donc, ça, c'est important de reconnaître, là, c'est quoi quelle force joue le rôle de la force centripète. Bon. OK. Maintenant, on va venir démontrer justement ce que je disais tantôt, là, que le rotor, le manège, hein, ça fonctionne, puis effectivement, les gens restent collés sur les murs. Eh bien, on va le démontrer à l'aide de notre deuxième loi de Newton, là, appliquée dans cette situation-ci. Okay? Donc, exemple 2. Dans un manège de parc d'attractions, Albert, 90 kg, se tient contre la paroi intérieure d'un cylindre creux de 4 mètres de rayon qui tourne autour de son axe vertical en faisant 20 tours par minute. Le coefficient de frottement statique entre Albert et la paroi vaut 0,8. On désire montrer que lorsqu'on abaisse le plancher, Albert demeure collé contre la paroi. Très bien. Donc, on va passer en mode tablette pour ça. Voilà. Donc, commençons tout simplement par faire un schéma des forces qui agit sur Albert. Disons que Albert, c'est le point qui est là, puis il y a le mur derrière Albert, il est appuyé sur ce mur-là.
OK? Puis mon système d'axe, ça c'est comme vu de côté finalement. Là. Donc mon système d'axe, je vais prendre un Y qui pointe vers le haut, mais mon autre axe, attention, ce ne sera pas X, ça va être R'. Okay? C'est l'axe R' parce que ça pointe vers le centre de la trajectoire. Hein, vu de côté, là, on s'imagine que c'est un grand cylindre comme ça. Là. L'axe de rotation passe en plein centre du cylindre et vous comprenez que Albert va tourner comme ceci. Là. Tout le tour. Là. Donc, de son point de vue actuel, l'axe R' pointe vers la droite puisque le centre de rotation est orienté vers la droite. Okay? Donc, je vais effacer tout ça pour avoir de la place. Donc, quelles sont les forces qui agissent sur Albert ici quand il est appuyé contre le mur? Tout d'abord, commençons par la force gravitationnelle. Ensuite, il est appuyé sur le mur, donc on sait qu'à chaque fois qu'il y a une force d'appui, on appelle ça une force normale. Et la force normale est perpendiculaire à la surface. Donc, force normale, comme ça, vers la droite. Puis, finalement, la force qui va lui permettre de rester collé au mur et de ne pas tomber, parce que ça en prend une, hein? Sinon, juste avec ces deux forces-là, Albert tomberait au sol. Donc, il y a une force qui le retient. Cette force-là, c'est nécessairement du frottement. On suppose, bien sûr, que c'est du frottement statique, mais étant donné qu'on est en train d'essayer de démontrer que, qu'il va rester collé, on peut se poser la question. C'est-tu vraiment du frottement statique ou si c'est du cinétique? Parce que si on n'est pas capable de démontrer qu'il va rester collé, ben dans le fond, ça ne serait pas du statique, ça serait du frottement cinétique. Enfin, pour le moment, je vais le noter tout simplement FS. Là, on considère que c'est du frottement statique, mais ça reste quand même à démontrer. OK. Donc, je vais commencer par faire la somme des forces en R', parce que je sais qu'en appliquant la force, la somme des forces en R', ça va me permettre de venir trouver la normale. Okay? Quand on regarde mon système d'axe, la seule force qui a une composante en R', c'est ma force normale ici. Là. Donc, force normale est égale à masse fois l'accélération centripète, et l'accélération centripète, c'est V carré sur R. Okay? Bon, là, je vais prendre un petit détour parce que la vitesse V, c'est la vitesse de déplacement d'Albert, là, on ne la connaît pas a priori. Dans l'énoncé, on me disait que le cylindre a un rayon de 4 mètres et il tourne autour de son axe en faisant 20 tours par minute. Bon, donc la vitesse se cache à l'intérieur du 20 tours par minute. Donc, il faudra que je vienne trouver cette vitesse-là tout d'abord, avant de l'insérer dans mon équation ici. Donc, je vais le faire ici, là. Ma vitesse, on me dit 20 tours par minute. 20 tours par minute, ça veut dire 20 fois la circonférence, 2 πr, par minute, donc par 60 secondes. Oups, je ne mettrai pas le S, là. Par 60 secondes. Donc, ma vitesse sera donc 20 fois 2π fois le rayon de 4, divisé par 60. J'obtiens donc une vitesse de 8,378 mètres par seconde. Très bien. Que je peux venir ensuite remplacer dans ma somme des forces en R'. Là. Donc, force normale est égale à la masse d'Albert qui vaut 90 fois la vitesse de 8,378 au carré, divisé par le rayon de la trajectoire. Donc, c'est le rayon du manège ici, là. C'est 4. Donc, ça me permet comme ça d'obtenir la force normale qui est de 1579 newtons. Bon, OK. Très bien. Là, moi, ce que je veux démontrer, c'est que la force de frottement nécessaire pour qu'Albert reste collé au mur doit être plus petite que la force de frottement statique maximale. OK, ça, c'est le genre de choses qu'on va faire, qu'on a déjà fait beaucoup là, dans les exercices de la section 2.5. OK? Donc, prochaine chose que je vais faire, c'est trouver FS max. Et là, faites attention, FS max, ce n'est pas le même FS que celui que j'ai dessiné ici. Là. OK? C'est pas le même frottement. Il y en a un, c'est la valeur limite maximale, puis l'autre, c'est le frottement réel dans la situation. Donc, le frottement statique maximal, ici,
c'est l'équation mu S fois la normale, qu'on a déjà vue. Donc, mu S dans l'énoncé, on me donne 0,8. Et la normale, c'est 1579. Donc, on fait le calcul et on trouve Fs max qui est égal à 1263 newtons. Bon, très bien. Là, ce qu'il faut faire, c'est venir démontrer, je vais l'écrire, on veut démontrer que Fs, celui dans le schéma des forces ici, on veut démontrer que ce Fs-là est plus petit que Fs max. Pourquoi? Ben n'oubliez pas, là, on revient à la section 2.5. La valeur du frottement statique vaut n'importe quoi entre 0 et la valeur Fs max. Donc, on veut démontrer ça, là. OK? Parce que c'est pas parce qu'il y a du frottement statique que celui-ci va toujours valoir la valeur maximale possible qu'il peut prendre. N'oubliez pas, là, le frottement statique va s'ajuster selon la situation. OK? Donc, moi, je veux démontrer ça. Je veux démontrer que le frottement statique nécessaire pour pas que ça glisse, tiens, on peut l'appeler le frottement statique requis. REQ. On va l'appeler comme ça. On veut prouver que le frottement statique requis est plus petit que le frottement statique maximal. Le maximal, c'est la valeur la plus grande possible. Si on réussit à démontrer ça, on aura réussi à démontrer que Albert reste collé au mur. Si on n'est pas capable de démontrer ça, ben ça veut dire qu'Albert va glisser et là, soudainement, ce n'est plus du frottement statique, mais c'est du frottement cinétique. Puis là, on aurait un problème parce que ça voudrait dire que le manège ne fonctionnerait pas. Bon. Alors, pour démontrer ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire la deuxième loi de Newton dans ma dimension Y, parce que ça, je ne l'ai pas fait encore. Donc, somme des forces en Y, je veux que ce soit égal à 0, parce que je ne veux pas qu'il glisse. Donc, je veux montrer que la somme des forces en Y que j'ai en ce moment, avec le frottement statique requis, je veux que ça donne 0, parce que je ne veux pas qu'il accélère en Y. Donc, ici, j'aurai frottement statique requis, moins la force gravitationnelle, mg, qui est égale à 0. Donc, le frottement statique requis va être égal à mg, donc, c'est-à-dire 90 fois 9,8. J'obtiens frottement statique requis, qui est égal à 882 newtons. Donc, est-ce que j'ai démontré que frottement statique requis plus petit que Fs max? Ben oui, parce que 882, c'est plus petit que 1263. Donc, oui, ça fonctionne. J'ai réussi à démontrer. Si vous préférez, on peut faire CQFD. Voilà. J'ai réussi à démontrer. Donc, effectivement, Albert va rester collé au mur parce que le frottement statique requis est possible. C'est un frottement statique qui est nécessaire pour qu'il colle. Puis on a démontré que c'est correct parce que selon la situation et selon la vitesse de rotation, le Fs max est plus grand que le Fs requis. Donc, c'est possible. Il n'y a pas de contradiction ici. OK? Et dans ce cas-ci, je terminerai avec ça. Dans ce cas-ci, quelle est la force qui joue le rôle de la force centripète? Donc, pour répondre à ça, on retourne voir notre schéma et on se pose la question, quelle est la force qui pointe vers le centre de la trajectoire circulaire? C'est la force normale. Donc, c'est elle ici qui joue le rôle de la force centripète. On se laisse là-dessus. Merci à tous et à très bientôt.